Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on découvre que je suis une énorme poule mouillée et que Marie, en fait, c'est Rambo. Salut, moi c'est Marie et je ne suis pas Rambo et je vais avoir peur cette fois-ci. Et moi, c'est Anaïs et je suis juste une fille, assise à côté d'une autre fille, qui lui demande de juste aimer les films d'horreur que je lui montre. Mais je les aime, il y en a qu'un seul que j'ai pas aimé. Tu me demandes d'avoir peur, c'est ça que tu me demandes d'avoir. C'est vrai. Cette semaine, gros programme pour Marie, puisque après son indifférence devant Blair Witch, j'ai décidé de faire monter les enjeux d'un cran. On va regarder ensemble cette semaine un de mes films d'horreur préférés, que j'ai très hâte de te montrer, c'est The Descent, réalisé par Neil Marshall et sorti en 2005. On a fait le slasher avec Halloween, le film de possession avec L'Exorciste, le found footage avec Blair Witch, et là c'est encore autre chose. Marie, qu'est-ce que tu sais de The Descent ? À la base, je ne savais absolument rien de The Descent, mais je crois, c'est toi qui me l'as dit, Oui. que c'était un truc de spéléologie. Oui. Et J'ai regretté juste après. Ouais, mais quelqu'un a tweeté parce que j'avais dit que j'étais un peu claustro, en disant que on devrait regarder The Descent parce que c'est un truc où ils sont enfermés sous la terre. Donc j'imagine que c'est des spéléologues qui se retrouvent coincés sous la terre et ne peuvent plus sortir. Et peut-être qu'il y a des menaces sous la terre ou des choses comme ça, ou peut-être que juste l'horreur, c'est qu'ils vont se bouffer les uns les autres, j'en sais rien. J'en profite pour faire un message de service qu'on fait assez souvent, mais on adore vous lire sur Twitter, mais vraiment essayer de ne pas parler de l'intrigue des films qu'on a prévu de voir, parce que parfois on ne sait vraiment rien sur ces films-là, et c'est toujours cool de préserver la surprise. Donc là, j'avais déjà malheureusement un peu spoilé Marie à un moment en lui parlant de The Descent, mais voilà, essayez de garder pour vous jusqu'à ce qu'on ait vu le film les détails de l'intrigue quand vous nous écrivez sur Twitter. Merci beaucoup. À quoi tu t'attends avec The Descent ? Je m'attends à rien parce que je sais vraiment pas ce que c'est. Est-ce que tu penses que tu vas avoir peur ? Alors, je dis ça à chaque fois et parfois j'ai pas peur, mais oui, vraiment, parce que je suis vraiment claustro. La sensation d'être enfermée quelque part me terrifie. C'est pour ça que j'ai peur de l'avion. Si je suis bloquée 30 secondes dans un ascenseur, je commence à piquer une crise. Même dans le métro, s'il est bloqué pendant trop longtemps, je pique une crise aussi. Je déteste la sensation d'enfermement en général. Ça me panique, en fait. C'est une grande zone d'inconfort pour moi, donc si le film joue sur ce ressort-là, ça devrait fonctionner. Est-ce que tu as des questions avant qu'on regarde le film ? Il y a du paranormal dans The Descent ? Je te dis pas. Tu penses que je vais avoir peur ? Je sais pas du tout, honnêtement, maintenant, je me méfie. Enfin, je pense qu'il y a des moments qui vont te faire réagir, ça c'est sûr, et je sais pas du tout quelle va être ta réaction. Moi, je sais que j'ai eu peur quand je l'ai vu, et je l'aime beaucoup. Tu as déjà fait de la spéléo ou pas ? Mais ça va pas. Donc tu vas pas passer le film à dire bah là, je sais pas pourquoi elle a pas mis son harnais ici et son hameçon là. Non, je n'ai jamais fait de spéléo. Je suis allée dans une grotte en Dordogne pour voir des peintures et ça m'a angoissée. Excellent. Comme pour chaque épisode, tu vas essayer de deviner ce qui se passe dans le film en te basant uniquement sur l'affiche. Et il y a plusieurs affiches de The Descent, et donc j'en ai choisi une parce que je l'aime beaucoup et aussi parce qu'il y en a d'autres qui révèlent un peu trop de ce qui se passe dans le film, je trouve. Oh waouh. Et celle-là, je la trouve vraiment très forte. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette affiche ? C'est une femme qui est en débardeur et qui est baignée de sang et qui se baigne carrément dans du sang et qui est en train de hurler. C'est comme si elle était dans un trou. Il y a de la lumière qui vient d'en haut, donc on comprend qu'elle est sous le sol sûrement. Et dessous, il y a une phrase d'un critique de People qui dit « The Descent opens with a bloody bang and never lets up ». Donc ça s'ouvre avec un bloody bang, un bang sanglant. Moi, ça me donne pas trop envie comme ça. Mais c'est bien parce que je pensais un peu que ça allait être un truc, tu sais, les mineurs thaïlandais là. Donc s'il y a du sang ou des choses comme ça, au moins on va s'amuser quoi. L'aspect horreur m'échappe encore, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est horrible, c'est d'être coincé sur la terre, donc pour moi, c'est déjà un film d'horreur. Oui, en fait, il faut savoir que c'est un sous-genre de l'horreur qu'on retrouve assez souvent avec des personnages qui sont enfermés, soit dans une boîte et qui doivent en sortir, ou dans un cercueil, ou ce genre de choses. Et c'est vraiment comment faire appel aux ressources très limitées de ces personnages pour s'en sortir. Il y en a un récemment, dont j'étais pas 100% fan, mais avec Mélanie Laurent, réalisé par Alexandre Aja, qui est sorti pendant le confinement sur Netflix. Elle est dans une toute petite boîte, et elle essaye de comprendre ce qui lui arrive, et elle a une espèce de truc d'intelligence artificielle qui l'aide un peu à se repérer. Et donc c'est un truc qu'on a retrouvé quand même assez souvent dans le genre de l'horreur, les personnages enfermés. Donc ça peut être que ça peut être que un enfermement physique et comment on s'en sort quoi. Bon bah écoute, on va aller voir The Descent. On va descendre dans les bas-fonds de mon appartement.
There's only one way out of this chamber, and that's down the pipe. I'm stuck! I can't breathe. Okay, Sarah, you have to calm down. I'm coming back, okay? Okay. Sarah thinks she saw someone back So there. what? I don't think I saw someone. I saw someone. No, you heard something and you saw what you wanted to see. It's the dark. It plays tricks on people. What was that? I told you I saw someone! On vient de voir The Descent. Oui. Lors du précédent épisode sur les films d'horreur, c'est moi qui avais très peur parce que tu n'avais peur de rien. Et je me disais, est-ce qu'on a cassé Marie? Est-ce que je vais retrouver un jour des belles réactions de Marie? Je t'avais assuré que tu en retrouverais et que j'allais avoir peur un jour. Et c'est le cas. On a eu du cri. On a eu du cri, oui. On a eu du bon cri et on n'a pas eu que ça. On a aussi unlocké un nouveau niveau de Marie et des réactions de Marie. Vous allez l'entendre, j'ai mis environ 2% des oh là là de Marie. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là, oh là là. C'est bien parce que les Américains se demandent toujours si c'est un cliché. Le oh là Exactement. là. Et en fait, la preuve en est, non, c'est ça. réel. J'allais dire, il y a plus de oh là là dans cet enregistrement que dans tout Moulin Rouge. C'est ça. Bon, clairement, Marie, ce film t'a éprouvé. Oui, c'était éprouvant, c'est le mot. Ce film t'a testé. Ce film t'a désespéré. Ouais, désespéré, je sais pas, mais en tout cas, il m'a éprouvé sur le plan claustrophobique. On peut le dire, oui. Qu'est-ce que tu as ressenti devant ce film? Beaucoup d'angoisse dans la première moitié. Le film est un peu découpé en 2 parties. En tout cas, une fois qu'elles sont dans la grotte, même s'il y a déjà une première partie où il y a une backstory et tout ça, mais dans la grotte, il y a une première partie où il y a beaucoup de moments de claustrophobie, où elle passe dans des espaces très, très réduits. Et ça, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. C'est-à-dire que ça me fait plus peur, en fait, que les moments d'effroi de la deuxième partie. Ça déclenche vraiment chez moi un inconfort et une terreur et une angoisse, surtout, assez réelle. La claustrophobie, tu veux dire? Totalement. Vraiment les voir se faufiler dans des espaces très étroits où elles n'ont pas la place d'évoluer et où il y en a une qui est même bloquée à un moment. Oh, c'est horrible. Et après la deuxième partie, il y a des monstres. Et là, ça fait peur, juste, mais de façon un peu comme Halloween faisait peur. C'est-à-dire que c'est des jumpscares et c'est un peu de gore, c'est fun. Ça t'a plu? Le film, oui. Ouais. Oui. J'ai trouvé ça assez cool. Déjà, le fait que ce soit un casting exclusivement féminin, enfin, si on compte pas les monstres, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai trouvé qu'il était assez bien écrit. Je l'ai pas trouvé aussi bien cinématographiquement que Halloween ou que L'Exorciste. Je vois pourquoi c'est des films cultissimes qui sont considérés comme parmi les meilleurs films de tous les temps. Celui-là, ça fait plus film de genre, même si les autres le sont aussi. Mais dans ce genre-là, j'ai trouvé ça vraiment très bien, ouais. Mais je suis ravie. On va entendre encore un petit peu plus de tes réactions parce que je me suis vraiment beaucoup amusée à réécouter ça a posteriori. Oh putain, ça mère. Oh non. Oh putain, ça mère, c'est horrible. Mais comment ça peut être ça le passage? C'est pas ça le passage. Elles sont complètement folles. Et elles la suivent. Et l'autre avec sa fille qui la honte. Comme s'il n'y avait pas assez de problèmes comme ça. Alors, pour les gens qui ne se souviennent plus de The Descent ou qui ne l'ont jamais vu, Marie, est-ce que tu peux résumer le film en 30 secondes?
C'est l'histoire d'un groupe d'amis, de filles amies, et il y en a 3 au cœur un peu du récit qui sont meilleures amies. Mais on comprend très vite, il y en a une des 3 qui a perdu son mari et sa petite fille dans un accident de voiture, et on comprend très vite que son mari l'a trompée avec l'une des 2 autres filles. Quelques mois après, elles se retrouvent pour une expédition de spéléologie. C'est un peu des aventurières, elles aiment les émotions fortes. Avec 3 autres filles, et elles décident donc d'aller dans une grotte. Sauf qu'il y en a une, celle qui se sent coupable, décide de prendre un chemin différent. Parce que voilà, c'est hyper fun pour découvrir une grotte qui n'a jamais été découverte, mais il y a une raison. Après, c'est une succession de passages de claustrophobie, donc horrible. Et après, il y a des monstres. Pourquoi ? On ne saura jamais. Mais des monstres qui bouffent les gens. Et elles vont être bouffées les unes après les autres. Voilà. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je voulais te montrer ce film. Déjà, c'est vrai qu'il est considéré par beaucoup de fans du genre de l'horreur comme un des meilleurs des années 2000 en tout cas, et comme un excellent film d'horreur. Je savais a priori qu'il allait te faire peur. Dans la liste que j'ai confectionnée pour toi, je pense que c'est un des plus flippants. Et je voulais aussi te montrer un film avec un casting exclusivement féminin. Pour moi, c'est un des plus gros atouts du film. Et c'est ce qui m'a énormément plu la première fois que je l'ai vu. Les personnages féminins du film, pour moi, font vraiment toute la différence. Oui, déjà, elles sont bien développées, chacune. C'est pas des personnages qui sont là pour mourir, quoi. Il y a vraiment des histoires, des backstories pour chacune. Il y en a 2 qui sont un peu plus accessoires, mais elles sont sœurs, donc il y a quand même un lien émotionnel entre les 2. Comme tu as un casting universellement féminin, tu vas avoir les gentilles et les méchantes vont être des femmes. Et en plus, il n'y avait pas ce truc de « j'ai envie qu'elle meure », quoi. Aucune d'entre elles, celle qui a une conscience pas très claire et qui fait connerie après connerie, elle est quand même sympathique parce qu'on sent qu'elle est guidée par sa culpabilité. Donc, on comprend un peu d'où ça vient. Et les prises des décisions sont pas complètement débiles, comme dans le projet Blair Witch. J'avais moins de mal à ressentir de la sympathie pour elle. Le film est vraiment construit de telle manière qu'on les connaît très bien avant même d'être rentré dans la grotte avec elles. Et ça, je trouve que c'est aussi un des gros atouts du film, c'est de passer beaucoup de temps avec ces personnages, de nous les montrer dans des conditions plus ou moins normales au début, et de les voir juste communiquer entre elles, rigoler, voir aussi un petit peu les tensions déjà qui se développent entre elles. Mais du coup, au moment où on arrive au problème de crise, voire à la mort de certains personnages, ça nous affecte beaucoup plus profondément parce que le film a vraiment pris le temps de les développer avant. Et c'est vrai que dans beaucoup de films d'horreur, on a de la chair à canon, on n'a pas des personnages dont la mort va nous affecter. Il y a aussi un autre truc, c'est que c'est des personnages féminins qui sont toutes extrêmement débrouillardes. Elles se retrouvent régulièrement toutes ensemble pour faire des voyages de ce type, pour vivre un peu des aventures. Elles aiment conduire vite, elles aiment faire du raft, de la spéléo. Et donc, quand elles se retrouvent face à une situation absolument horrible, devant laquelle moi je me recroquevillerais sur moi-même et je dirais « abandonnez-moi dans la grotte, Non, au mais tu ne revoir ». serais jamais dans cette situation, en fait, parce que tu n'irais pas dans une grotte et tu ne suivrais pas des gens dans un passage qui a l'air hyper étroit. J'ai fait de la spéléo, sache-le. Ça m'a beaucoup plu. Cool. Oui, quand elles se retrouvent face à une situation qui est démesurément atroce et dangereuse, elles ont de la ressource et elles sont ingénieuses. C'est un peu toutes des Buffy quand même Ouais. au niveau de leur personnalité parce que c'est toutes des casse-coups et donc à un moment elles doivent traverser un gouffre. Il y en a une qui, j'imagine, fait de l'escalade à ses heures perdues et du coup parvient à passer de l'autre côté en escaladant la paroi. Et c'est un moment assez badass. Et j'utilise ce mot qui est complètement galvaudé, mais c'est vraiment un moment comme ça. Et c'est vrai que le film est plein de personnages comme ça, sans tomber dans le cliché justement, parce qu'en même temps, elles ont des vulnérabilités, elles ont des failles. Et elles ont peur. Oui, et puis en plus, elles crèvent toutes, les unes après les autres. C'est pas comme si elles arrivaient à dominer vraiment, mais elles se battent. Elles sont pas complètement passives dans la situation, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais écrit un essai il y a longtemps sur les films d'horreur et pourquoi ça me fait du bien de regarder des films d'horreur. Et j'avais cité Sarah de The Descent dedans parce que justement, c'est un des exemples auxquels je pense où justement quand je me dis que le film d'horreur est un peu une thérapie d'exposition ou une manière de se confronter à ses pires peurs et de se dire que s'il y a d'autres personnes qui arrivent à surmonter ça, nous, on peut surmonter tout ce qui nous arrive aussi. Voir tous ces personnages qui ont juste un piquet, un mousqueton, un briquet et qui arrivent avec ça à survivre relativement longtemps face à une menace vraiment flippante, c'est hyper impressionnant, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont dos au mur, elles ont aucun choix et elles se battent jusqu'à la fin. Et ça, je trouve que c'est vraiment très inspirant.
Quand Neil Marshall a accepté de faire ce projet, le projet initial devait comporter un casting mixte et c'est lui qui a insisté pour qu'il n'y ait qu'un casting féminin et qui s'est entouré de plein de femmes et qui a demandé un peu à toutes ses amies féminines de l'aider à écrire des personnages féminins qui seraient plus complexes, qui communiqueraient entre elles comme ses potes à lui communiquent entre elles. Et je pense que ça se ressent vraiment dans le film. On va rentrer un petit peu dans les détails de cette aventure que tu as vécue face à ce film. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais dans le poster que tu avais vu, il disait que ça commence très fort et que ça ne relâche pas la tension par la suite. C'est un peu ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la première scène, elles font du rafting, déjà triggering, de ouf. Mais pour... Vraiment, tout ce qui concerne le camping, l'aventure en forêt, Marie, c'est plus possible. Ouais, le rafting, j'ai fait un voyage en rafting de 8 jours. Ça m'a traumatisé. Ça, c'était un vrai traumatisme. Et ça commence par un truc en rafting, mais elles kiffent, mais vraiment à un niveau, elles sont genre, ça c'était un peu too much. J'étais là, ok, on a compris, vous aimez ça, quoi. Et elles finissent ce moment de rafting et il y a le mari de l'une d'entre elles, donc c'est Sarah, qui l'attend avec sa petite fille au bord de l'eau. On comprend tout de suite qu'il y a un truc entre lui et l'autre meuf qui s'appelle Juno. Et ensuite, Sarah, son mari et sa fille partent en voiture et son mari est pas très concentré parce qu'il pense à sa relation avec Juno, c'est ce qu'on comprend. Sa femme lui fait remarquer et en fait, au moment où elle lui fait remarquer, il rentre dans un camion et ce camion portait des espèces de poteaux et donc il y a 2 poteaux qui rentrent dans la voiture et qui décapitent le mari et la petite fille. Ouais. Voilà. Et qui empale. Voilà, qui les empale. Voilà. Et pour être précis, parce que Voilà. vraiment. Et donc Sarah se réveille à l'hôpital, veuve, et elle a perdu sa fille surtout. Enfin, parce que son mari, ça avait l'air d'être un con. Mais... Oui, mais bon, c'est quand même assez violent. Oui. Et c'est au bout de 3 minutes de film, on a effectivement 2 des personnages dont on pensait qu'ils allaient être importants dans l'intrigue qui sont trucidés. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, Au moins, c'est clair. On perd pas Ouais. de temps. C'est efficace. Ouais, voilà. Et effectivement, après, ça continue à monter en tension assez rapidement. Et je savais pas à quel point le film allait te terroriser. Mais je savais au moins une chose, c'est qu'il allait te faire sursauter. Parce qu'il y a quand même pas mal de jumpscares dans ce film qui sont très efficaces. Mais moi, les jumpscares, en fait, c'est mon truc. Si tu veux me faire peur et me faire crier, il me faut des jumpscares. J'ai bien compris ça, mais je suis basique de ouf, mais je suis désolée, parce que je sais que les gens qui aiment les films d'horreur sont au-dessus de ça, mais non. Bah non, pas forcément. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais pensé que j'étais au-dessus de ça. Moi, j'aime pas les jumpscares parce que ça me fait peur. Et c'est pour ça que je regarde des films d'horreur qui n'en ont pas. Parce que je suis un bébé et que j'aime pas sursauter. Donc, c'est aussi pour ça que The Descent est un de ceux qui me fait le plus peur aussi. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui, pour moi, sont de l'horreur psychologique. On en a vu quelques-uns avec toi. Ça marche pas aussi bien sur toi. Mais ceux qui me mettent dans un état de tension vraiment physique où en fait je sursaute tout le temps une fois que le film est fini, et même là tu l'as vu devant The Descent, j'étais pas hyper rassurée, c'est parce qu'il y a des jumpscares et que j'aime pas ça du tout, quoi. Jesus Christ. Come on, let's see. Alors, moi, j'avais peur, mais toi, t'avais peur aussi. Je confirme. J'étais vraiment pas rassurée. Anaïs a l'air très inquiète, elle est en train de se cacher à moitié. Donc je pense qu'il va se passer un truc horrible. T'es en train de te cacher, il va se passer un truc là. Je pose mon thé un peu. Pourquoi tu te caches comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? mais je m'en souviens plus, je l'ai pas vu depuis longtemps. C'est bien, on a les mêmes insultes. C'est clair. Mais- Quand on a peur, on se transforme en personne très sexiste. c'est ça. Désolée. Mais oui, c'était marrant parce qu'il y avait plein de moments où tu me stressais parce que t'étais à côté de moi et en fait tu te cachais derrière tes mains. et je me disais, putain, si elle se cache, c'est qu'il y a un truc horrible qui est sur le point de se passer parce qu'elle a vu le film déjà. C'était souvent le cas quand même. Tu disais, je me souviens pas du film, mais en règle générale, il se passait des trucs horribles dans la minute. Je me souvenais qu'il y avait beaucoup de choses horribles. Je me souvenais de un jumpscare, on va en reparler, qui est le moment où ça dégénère un peu. Mais après ça, c'est vrai que j'avais pas revu le film en entier parce que ça me met dans un état de tension trop important. Et donc oui, juste, j'étais tendue à côté de toi. Mais moi, par contre, j'étais très rassurée que tu sois là. C'est gentil. À la fin du film, quand on l'a fini toutes les deux, on était un peu en mode il faut qu'on décompresse.
Et on est allés manger toutes les deux pour se remettre de nos émotions. Et je me suis demandé si pendant le film, quand tu as senti quand même que la tension montait, surtout avec tous les trucs de claustrophobie, etc., est-ce que tu as eu l'impression que tu essayais de contrôler ta peur ou que tu essayais de rester un peu impassible? Non, parce que j'étais dans le film. Mais c'était pareil avec Halloween, par exemple. Et même avec L'Exorciste, j'étais dedans. Non, j'ai pas du tout senti que j'étais en retenue. De toute façon, vu que l'entrée en matière touchait à une de mes pires phobies, j'ai pas pu être en retenue. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ils m'ont bien préparée, quoi. Ouais. Et si tu avais été seule, est-ce que tu penses que tu aurais mis sur pause à un moment? Oui, au moment des monstres ou des choses comme ça, ou ouais. Et même le truc claustro, parce qu'au final... Non, le truc claustro, ouais, j'aurais peut-être arrêté de regarder à ce moment-là. Tu l'as très bien décrit, il y a 2 sources d'angoisse principales. Et la première, la claustrophobie, au final, c'est ça qui t'a tout de suite fait vriller. Bon, déjà, dès le début, en fait, avant même que ça commence à devenir un peu trop problématique, tu commençais déjà un petit peu à angoisser. Oh là 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 là. Quel enfer. C'est horrible. T'angoisses? Oui. T'es contente, hein? Yes! Ouais, là, c'est le moment où elles descendent dans la grotte, c'est ça? Là, elles viennent de descendre dans la grotte, mais ensuite, elles rentrent vraiment dans les endroits un peu plus Ouais, mais j'aime pas étroits. ça, en fait. Je veux pas être sous terre, en fait. Je pense que c'est une réaction totalement normale et saine. Je veux pas être enfermée dans des tunnels sous terre, donc je vois pas pourquoi des gens font ça. Je pense que personne ne veut être enfermé dans des tunnels sous terre. Les gens qui font de la spéléologie, ils cherchent quand même un peu, tu vois. C'est vrai que moi, quand j'en ai fait, j'aimais vachement le côté exploration et voir des choses qui sont pas visibles, justement, quand on est à la surface, en fait. Tu vas découvrir un peu un monde inconnu. Je veux pas de monde inconnu. Alors ça, qu'on soit très clair, c'est comme les fonds des océans, la plongée sous-marine. Je veux pas de monde inconnu. Moi, je veux du monde connu. Je veux être dans des forêts que je connais, où je sais exactement, il y a des ours là-bas, ok, j'y vais pas. Très bien. Marie, encore une fois, une personne très rationnelle. Voilà. J'avais oublié, en fait, à quel point t'étais claustro. C'est marrant parce que cet été, on était à la Fondation Prada à Milan et il y a un couloir où il y a du noir total. Et on nous a dit, avant d'y rentrer, si vraiment vous êtes claustrophobe, n'y allez pas, quoi. Et donc, moi, j'hésitais un petit peu. On était avec un autre pote, lui, il est allé direct. Notre ami Ambroise, qu'on laisserait nous pisser dessus si on avait été piqué par une méduse. Pour Voilà. ceux qui ont un côté ami. Voilà, toujours le même. J'avoue que j'ai eu très peur, mais je suis allée jusqu'au bout. Et quand je suis ressortie, je me suis rendu compte que t'étais plus là et qu'en fait, t'avais fait demi-tour au bout de 1 mètre, quoi. Ouais, j'ai fait 3 pas et j'ai vu que c'était tout noir. Et j'ai pas peur du noir, mais en fait, c'était l'effet c'est claustrophobie. oppressant. Ouais. Toi, t'avais peur du noir. En fait, c'était ça le truc. C'était pas le côté claustro, je crois que c'était parce que c'est le noir total. C'est les deux, en fait. C'est-à-dire que là, oui, c'est un truc qui est quand même totalement oppressant et tu sais pas où tu vas. Mais oui, je pense que moi, ce qui me faisait peur, c'était que je savais pas ce qu'il pouvait y avoir autour de moi. Parce que je suis dans le noir et du coup, je me dis, je vais tomber sur quelqu'un ou quelque chose comme ça. Mais j'avais oublié cette expérience jusqu'au moment où on a vu The Descent et où tu as commencé à vraiment paniquer quand elles rentrent dans un tunnel Mais c'est fou. où là, elles doivent ramper, en fait. Il n'y a pas que cette expérience. Enfin, quand on était étudiantes toutes les deux, parce qu'on s'est connues en école de journalisme, toi et moi, je ne prenais jamais le métro. J'étais terrifiée dans le métro. Je faisais des crises de panique. Oui, mais pour moi, c'était pas de la claustrophobie. Si, c'était ouais. vraiment ça. J'aime pas être enfermée dans des espaces clos. On a des angoisses communes. Moi, j'ai peur de l'avion aussi, mais c'est pas forcément pour ça. Donc, c'est vrai que... Toi, t'as peur de la mort. Ouais, exactement. Mais bref, en gros, oui, t'as commencé à vraiment paniquer. Et alors, pour vous décrire la scène, parce que vous avez le son, mais vous n'avez pas l'image, quand ça commence à vraiment dégénérer pour Marie, parce que moi, j'étais encore relativement sereine à ce stade-là, mais elle commence à ramper les personnages dans un conduit qui est assez étroit. Parce que Juno, qui est censée être leur guide, elles sont censées aller dans un endroit qui est facile d'accès. Et en fait, elle dit, ah, c'est ça l'entrée du truc. Et elle commence à rentrer là-dedans. Et en fait, c'est un truc hyper étroit, mais vraiment, vraiment, où il faut se faufiler, il faut passer dans un moment où il y a une espèce de flaque, enfin, de l'eau et tout ça. Et en fait, c'est pas la bonne entrée. Mais ça, elle le sait, elle, mais les autres le savent pas. Mais c'est assez évident quand tu vois le truc que ça peut pas être la bonne entrée. Comment tu peux rentrer par là, quoi. Enfin... C'était un gros point de focalisation pendant le film. Mais oui, donc pour vous décrire la scène, Marie s'est juste en fait retournée, c'est-à-dire qu'elle a arrêté de regarder la télé. Elle s'est mise à genoux sur mon canapé en tournant le dos à la télé et elle regardait le mur. Et elle disait non. En fixant mon mur. Et j'étais là, Marie, tu sais, le film c'est de l'autre côté en fait. C'est vraiment horrible. Sur quelle planète c'est ça le passage? En fait, c'est pas ça le passage. C'est pas possible que ce soit ça le passage. Oh, c'est horrible. Oh non, 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 non. Je te fais rire, hein, c'est ça. Non, T'es divertie par moi. Je suis angoissée pour toi. Ah, j'ai envie de vomir, c'est horrible.
En vrai, j'étais vraiment inquiète, parce que je me disais: «Putain, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je vais vraiment la traumatiser» et c'est pas non plus l'objectif, donc j'avais peur, Non, mais quoi. après, je suis pas traumatisée enfin, je suis déjà un peu claustro, donc voir un truc qui déclenche ma claustrophobie va pas l'accroître. J'irai jamais dans un truc comme ça, donc c'est pas comme si la prochaine fois que j'y vais, je vais être paniquée. Ça n'a pas eu d'effet sur le long terme, mais c'est vrai que même j'avais quand je dis j'ai envie de vomir, ça me donnait la nausée, en fait, de voir ça. Alright, Sarah, calm down. Just relax. Ah ouais, détends-toi. Détends-toi, t'es coincé entre 4 parois. Enfin, vraiment, détends-toi là. Okay, walk the right back. Okay, move. Regarde le film. T'es hilarante. Ta gueule. Il faut vraiment que je te filme. Ouais, t'étais vraiment inquiète pour moi. Non, mais c'est hyper drôle, franchement. Vous imaginez pas ce que c'est d'avoir ça à côté. C'est vraiment très, 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 très drôle. Mais oui, parce qu'il y a un éboulement. Non seulement elles sont... non mais... Il y en a une qui est coincée, et c'est celle qui elle a perdu sa fille. Oui, c'est Sarah, c'est l'héroïne. Voilà, elle a perdu sa fille, elle a perdu son mec, elle traverse des trucs pas cool. Et là, elle est coincée. Et il y a un éboulement qui va s'écraser sur elle. Oui, et après, une fois qu'elles ont réussi à se tirer de ce mauvais pas, la tension monte pour le coup entre les personnages. Elles sont dans un endroit qui est un peu plus aéré, mais on comprend que Juno, donc la meilleure amie infidèle de Sarah, leur a menti sur toute la ligne, où elle leur avait dit que effectivement elles allaient dans une grotte, mais que ce n'est pas la grotte en question. Elle n'a pas pris la carte avec elle. Et elle dit, en fait, je voulais qu'on découvre un nouveau réseau de grottes inexplorées pour se faire plaisir. Ouais, Et pour aider Sarah à remonter la pente après son deuil, parce que le sport et les sports extrêmes sont un peu leur mode de fonctionnement d'habitude. Sauf que clairement, ça se passe pas très bien. Et t'étais pas hyper contente de ce rebondissement. Mais elle est complètement folle, hein. There may not be a way out. Juste, je veux le dire publiquement pour que ce soit établi. S'il se passe un truc un jour traumatisant dans ma vie ou quoi que ce soit, ça n'est pas la façon de résoudre mes problèmes. Vraiment, m'emmener dans une grotte et faire changer de chemin pour avoir une expérience extrême, non. Il y a un autre truc, au-delà de l'aspect claustro dans ce film, qu'on n'a pas encore trop exploré dans les films précédents, c'est le gore. Il y en a vraiment pas mal dans ce film. Il y a déjà un moment quand elles sont en train de traverser le fameux gouffre avec une corde. Et à un moment, il y en a une qui tombe. Et donc, la corde glisse entre les mains de Sarah. Et donc, Sarah s'ouvre la main avec la corde. Ça se met à saigner. Moi, ça m'est arrivé. En acrobranche. Anaïs, c'est une aventurière, en fait. Je découvre ça. Ça m'a vraiment traumatisée d'avoir la corde qui me glisse dans la main comme ça. C'était horrible. Donc vraiment, je ressens la douleur de Sarah quand ça lui arrive. Il y a d'autres moments de gore. Bon, le pire, c'est qu'il y en a une elle fait une Djibril Cissé, en fait. Elle se casse la jambe à angle droit et en fait, on voit l'os sortir de la jambe. Et là, j'avoue, je suis pas très sensible normalement au sang ou à des trucs comme ça, mais j'ai pas envie de voir d'os sortir de quoi que ce soit qui reste à l'intérieur. Et là, vraiment, c'était vraiment dégueulasse. Il y en a une qui est médecin et du coup, elle vient d'avoir son diplôme. Elles en parlent au début et elle lui replace la jambe et elle lui fait une attelle. Bon, pas pour pas longtemps parce que l'autre elle va mourir 3 minutes plus tard. Hein, mais ça, j'ai pas trop aimé. Oh Oh là 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 là. Oh lolo. Oh lolo, dis donc. T'as pas mal détourné le regard pendant cette séquence. Bah oui, excuse-moi, j'ai pas envie de voir ça en fait. Donc maintenant que tu en as vu un petit peu, le gore, t'aimes pas trop? Faudrait voir parce que je me suis pas confrontée à beaucoup de gore dans ma vie. Je sais que j'ai pas trop peur. Enfin, je sais que par exemple ma mère tourne de l'œil quand elle voit une plaie, quelqu'un qui se coupe ou un truc comme ça. Tandis que moi, ça m'a jamais fait ça. Mais par contre, je pense que je suis pas fan. S'il y a d'autres trucs avec des os qui pendouillent, ça va aller. Ça marche. Toi, t'aimes bien le gore?
Je dirais pas que j'aime bien, je pense que j'aime beaucoup dans les séries, par exemple, où c'est complètement démesuré et grandiloquent, comme American Horror Story ou The Walking Dead, les trucs de zombies, généralement, il y a beaucoup de gore, puisque c'est des gens qui se font arracher la peau, tout ça. Ça a un côté totalement déconnecté de la Oui, réalité. c'est ça. Voilà, il y a quelque chose d'assez plaisant, je pense, parce que ça recrée la catharsis dont on a déjà parlé, du genre de l'horreur, et aussi parce qu'il y a sans doute une fascination morbide pour tout ce qu'on voit pas, tout ce qui n'est pas à la surface. Moi, pareil, je réagis pas du tout à la vue du sang, tout ça. Au contraire, je suis assez fascinée. Enfin, je suis le genre de personne où, tu sais, quand je me coupe le doigt, j'appuie pour voir si ça sort un peu plus, quoi. Tu vois, tu fais pas ça, toi? Si. Je suis fascinée par ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et du coup, je pense que le gore est une manière assez ludique d'explorer ça, même si je suis pas sûre que ce soit toujours très réaliste. Mais c'est comme dans Game of Thrones, quand t'as Pedro Pascal qui se fait éclater la tête comme un melon. Oui, c'est ça. Moi, je détourne pas le regard Ouais. sur des scènes comme ça. C'est ça. Je trouve ça dégueulasse, hein, très clairement, mais ça me terrorise pas, quoi. C'est ça. Alors qu'en fait, je pense que ce qui crée le plus de réactions viscérales chez les gens, c'est pas le gore le plus grand guignolesque et grandiloquent comme ça. Ça va être plus les trucs auxquels on peut rattacher une expérience que nous, on a déjà vécue. Donc, par exemple, quand les gens se coupent avec un bout de papier dans les films, tu vois, ça, c'est le genre de truc où, moi, il y a un truc que je supporte pas, c'est les ongles, en fait. Les ongles arrachés. Ah ouais, non. Voilà. Et à un moment, dans The Descent, tu sais, quand les personnages sont traînés sur le sol, souvent, il y a le truc où ils essayent de s'accrocher avec leurs mains et leurs ongles s'arrachent un peu. Ça, c'est vraiment un truc que je supporte pas parce qu'on sait tous ce que ça fait de se faire mal à l'ongle, en fait. Alors que voir une tête éclatée, a priori... Ouais, puis la jambe, c'est pareil. Enfin, moi, je me suis pas cassé un os, mais je me suis déjà pris ma table basse pile à cet endroit-là. Et je sais que ça fait très mal, donc j'imagine même pas ce qu'elle a vécu, tu vois. Moi, j'ai eu une double fracture du tibia quand j'avais 3 ans, donc c'est un de mes premiers souvenirs. Et puis, il y a une autre menace. Il n'y a pas que la claustrophobie. Et ça, j'avais fait exprès de t'en dire le moins possible avant que tu vois le film. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait un truc surnaturel dans ce film ? Quand j'avais fait les prédictions, j'avais parlé peut-être de monstres ou un truc comme ça parce que je me demandais comment on tenait tout un film juste sur de la claustrophobie. Surtout, en fait, un film d'horreur. C'est-à-dire que tu fais un film d'action ou d'aventure où elles sont coincées entre 3 cailloux. Il y a eu le truc avec James Franco et tout. Je m'imaginais que ça pouvait être ça, mais en même temps, je me disais, si c'est de l'horreur, il faut qu'ils aillent plus loin. Donc, je me disais qu'il allait peut-être avoir un élément surnaturel ou quelque chose comme ça. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on a vu, ça c'est sûr. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Alors, est-ce que tu peux décrire cette menace ? C'est des humanoïdes. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on comprend qu'ils vont à la surface de la Terre pour chasser. Mais en même temps, ils ressemblent à des êtres humains qui n'auraient pas vu le soleil depuis à peu près 2000 ans. Ils sont aveugles, ils ont une peau translucide. Ils ressemblent à Gollum si Gollum était moins mignon, parce que Gollum est quand même assez choupi par moments, Sméagol. Il a des grands yeux. Voilà, exactement. Et il peut avoir un côté innocent et touchant. Là, vraiment attachant. pas. Là, vraiment, c'est un peu des vampires. Ils ont un côté créature de l'ombre, quoi. Mais le look un peu Gollum quand même, mais version grande. On commence à réaliser assez progressivement parce qu'en fait, au début, on ne fait que les apercevoir. Et la première fois qu'on en voit un, c'est juste de loin. C'est Sarah qui est en train d'explorer un peu la grotte et elle voit la créature au loin. Ouais, et Sarah va pas très bien parce qu'elle vient de perdre son mari et sa fille. En plus, on a établi avant d'entrer dans la grotte, elles font tout un petit speech sur les risques de la spéléologie où elle parle du fait que tu peux avoir des hallucinations. Donc, c'est un peu la théorie au début, c'est qu'elle hallucine, quoi. Tu te demandes si c'est réel ou pas. Ça, c'est une de mes conventions préférées dans l'horreur. C'est quand, au début du film, on a justement tous ces plans qui permettent d'établir, ou ces dialogues qui permettent d'établir ce qui va devenir important par la suite, et notamment dans les trucs de survie, où tu vas avoir un plan sur le briquet, tu as un plan sur la carte, etc. Et j'adore ce genre de truc au début du film d'horreur, où quand t'en as vu suffisamment, tu te dis comment est-ce que ça va être important plus tard. Et c'est un peu pareil avec le personnage qui dit « Alors, attention, avant de rentrer dans la grotte, sachez bien que... » Oui, c'est évident. Même sans avoir vu beaucoup de films d'horreur, j'étais ok, j'ai compris. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu les règles du jeu, mais c'est dans Scream, c'est pareil. C'est genre, si tu pars tout seul, il va t'arriver un truc ou des choses comme ça, quoi. Alors, on va entendre ta réaction lorsque Sarah aperçoit au loin le premier Gollum. Oh, ça va pas. Qu'est-ce que c'est que ça C'est Gollum. Mais je crois pas que c'était la première fois qu'on le voyait, parce qu'il y en a eu un qu'on voit au loin à un moment. Oui, c'est ça. Et c'est là quand j'ai réagi comme ça. Oui. D'accord. Waouh. Ouais. Et après, t'as sursauté parce qu'il y a Juno qui arrive juste derrière elle, et donc il y a un peu un double jumpscare. Et il y a quand même le plus gros jumpscare, celui que j'attendais le plus. Il arrive grâce à un élément que tu n'aimes pas du tout, mais qui est un élément de found footage.
Puisqu'elles ont pris une petite caméra avec elles pour filmer leurs aventures et on voit donc ce que la caméra est en train de filmer. Elles commencent à se filmer un peu en rigolant tout ensemble et moi, c'est un de ces moments où je me cachais derrière mes mains parce que je savais ce qui allait arriver. Elles sont en train juste de faire un peu tourbillonner la caméra et à un moment, derrière un des personnages, grâce à la caméra infrarouge, elle réalise qu'il y a un énorme Gollum qui est juste derrière elle et ça a fonctionné exactement comme prévu. Oh là 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 là. Ce qui fonctionne bien avec le fan footage dans le film, c'est que c'est un outil en fait de survie justement pour Sarah parce que comme elle est dans le noir, à un moment, elle utilise la caméra infrarouge en fait pour se repérer. Et donc on voit son environnement à travers ça et ça fonctionne très bien. Et à partir de ce moment où la menace est bien réelle, puisqu'elles se font attaquer tout de suite, ça part totalement en sucette en fait. Et c'est vrai que là, le film enchaîne énormément de jumpscares et de confrontations avec les monstres. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul monstre. Il y a tout un clan de monstres. Ils sont une dizaine. Il y a une famille même. Il y a une femme. mère. Voilà, Ouais. et il y en a un, et à un moment, il est triste parce que sa meuf s'est fait tuer. Elles se font chasser, en fait. C'est des proies pour ces monstres-là. Donc, où qu'elles aillent, il y en a un qui les trouve. Et dès qu'elles font du bruit, surtout. C'est ça. Et alors là, moi, j'étais terrifiée. Je pense toi aussi. Et en tout cas, ça a donné plein d'excellentes réactions. Elle vient d'où, la lumière, là? Avance. J'ai peur. Big up à mon voisin qui était en train de jeter toutes ses bouteilles d'alcool pendant qu'on enregistrait. C'est ça le bruit derrière. Il y a un autre moment assez choquant qui n'inclut pas les monstres, mais on pense que c'est ce qui va se produire puisque Juno est en train de se battre contre 3 milliards de bestioles. Et en fait, sous le choc, à force de se défendre, de frapper tout ce qui bouge, elle se retourne. Et là, Elle poignarde dans le cou sa pote. ouais, pauvre Beth. Beth, c'est un peu une connasse parce qu'après, elle dit à Sarah que Juno l'a tuée volontairement alors que c'est très clair ce qui s'est passé. L'autre, elle Ouais. n'était pas en train de la pourchasser, elle n'a pas voulu la tuer, quoi. C'est un peu une fouteuse de merde, quand même. Mais bon, la pauvre, oui. Oh là 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 là. Oh non. Oh non. Oh non. Là où elle est un peu connasse, Juno, c'est qu'elle la laisse crever quand même. Mais je la comprends. Dans la même situation, je ferais pareil. Et c'est vrai que c'est un de ces moments dans le film que j'aime beaucoup parce qu'il se démarque d'autres films d'horreur qu'on a l'habitude de voir. Parce que vous l'entendez même avec la musique, c'est un moment qui est assez émouvant en fait, enfin, où on est vraiment... Et Bah, même, c'est tragique, en fait. voilà, et ta réaction le montre très bien aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de poignant, de se dire que c'est la pire ironie possible. Elle vient de tuer une de ses amies. Ouais, puis tu te dis, même si elle s'en sort, non seulement elle aura le traumatisme des monstres qui l'ont pourchassée, mais elle aura le traumatisme d'avoir tué sa pote, quoi. C'est ça, et ça amplifie le traumatisme et la culpabilité qu'elle a déjà, puisque elle a trahi une de ses meilleures amies et l'amant avec qui elle la trahissait est mort tragiquement il y a 1 an. Donc tout ce personnage-là, en fait, toutes les décisions qu'elle prend au fil du film sont vraiment motivées par ça, et là ça amplifie encore le truc, parce que c'est une nouvelle chose qu'elle doit cacher à Sarah, puisqu'évidemment elle lui dit pas « Ah ben oups, je l'ai poignardée par accident », elle lui dit juste « Elle est morte, on a dû la laisser derrière », et donc ça amplifie encore plus le point de départ du film, qui était qu'elle avait un secret qu'elle cachait à sa meilleure amie, quoi. Ouais. Puisqu'en fait, The Descent, comme ce podcast, c'est une histoire d'amitié. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'aspect amitié entre Juno et Sarah, puisque un peu pendant tout le film, on attend le moment où il va y avoir une confrontation. Bah, ça fonctionne très bien. C'est pas une super amie, Juno, hein, très clairement. Mais on comprend un peu sa motivation. Il faudrait qu'elle aille consulter, je pense, plutôt que d'emmener ses potes dans une expédition suicidaire de spéléologie. Mais ça fonctionne bien parce qu'on sent toutes les tensions entre les deux. On sent que même si Sarah n'est pas au courant de ce qui s'est passé, il y a quand même un ressentiment. Elle sait pas qu'elle couchait avec son mec, mais elle sait que la meuf a pas été très présente après la mort de son mari et de sa fille. Et le personnage de Beth, il y a déjà des petites tensions qui existent du côté de Sarah, même si elle connaît pas toute l'histoire. Et le personnage de Beth est intéressant parce qu'elle fait un peu l'entre-deux. Et elle a conscience de tout ce qui s'est passé. Donc je trouvais que ça fonctionnait bien et ça rajoutait une part de suspense parce que du coup, bon, ça...
spoil un petit peu dans le sens où tu sais que les deux vont survivre et que tu te doutes même que ça va être les 2 dernières survivantes parce qu'il faut qu'il y ait cette confrontation finale autour justement de cet enjeu émotionnel. Mais parce qu'il y a cet enjeu émotionnel, tu tiens aussi pour ça parce que tu te dis, tu as envie de savoir si elles vont survivre, mais tu as aussi envie de savoir comment va se régler cette tragédie entre elles, quoi. Et d'ailleurs, elle se règle de manière assez intéressante puisque ça, c'est un des éléments dont je me souvenais pas trop parce que j'avais pas revu la fin du film depuis quelque temps. Mais en fait, au moment où Sarah apprend enfin ou à la confirmation de ce qui s'est passé et du fait que Juno couchait avec son mari, elle décide de s'en sortir avec elle. Elles font un petit bout de chemin ensemble et puis après, elle lui plante un piquet dans la jambe. Je pense que c'est pas forcément le truc du mari, parce que je pense pas qu'elle aurait piqué dans la jambe juste parce que, même s'il y a un truc, évidemment, son mec l'a trompé et il est mort et sa fille est morte. Mais je pense que c'est plus le truc de Beth qui lui a dit qu'il fallait pas lui faire confiance, qu'elle l'avait tué et qu'elle, en plus, a couché avec, avec son mari. Donc, c'est une petite accumulation, quoi. C'est clair. Je sais pas si on a bien établi, mais en gros, Beth est laissée pour morte par Juno. Et donc, Sarah la trouve quelques temps plus tard, agonisante. Parce qu'elles sont en fait. séparées toutes, hein, donc elles sont tout le temps en train de s'appeler les unes les autres et c'est des monstres qui les trouvent au lieu de leurs amis, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, une fois que Sarah tombe sur Beth en train d'agoniser, c'est là qu'elles ont cet échange et que Sarah décide d'achever Beth par sympathie pour elle. Bah, elle la supplie, Beth, de l'achever. Sarah veut pas et tout ça, et c'est assez émouvant. Oh, please, don't ask me to do that. I can't do that. I can't do that. Close your eyes. Test d'amitié, est-ce que moi, tu m'achèverais si j'étais à moitié dévorée par des golems Bah oui, ça me ferait beaucoup de peine, comme ça fait beaucoup de peine à Sarah, mais oui, une agonie, il y a rien de pire, quoi. Vraiment, donc évidemment. Merci, ça me touche beaucoup. Et toi? Bah oui, maintenant je suis obligée de dire oui. J'aimerais penser que je le ferais. Après, je pense que ça doit être extrêmement difficile. Mais... Oui, mais quand tu sais que la personne ne va pas survivre, prolonger sa souffrance, il n'y a rien de pire. Il faut être courageux. On arrive à la fin. Il y a un twist à la fin. Quel twist cruel. Puisqu'en gros, Sarah, après avoir planté sa meilleure pote, finit par un peu miraculeusement s'échapper. Ouais. Du coup, elle voit la lumière et elle arrive à sortir de la grotte et elle court. C'est bien pratique. C'est ça. Et elle court, elle court, elle court. Elle hurle, elle est traumatisée. Elle retombe sur la voiture, elle roule pendant un certain temps. Et puis une fois qu'elle se sent assez loin de tout le traumatisme qu'elle vient de vivre, elle s'arrête sur le bord de la route. Elle est un petit peu traumatisée, elle pleure, elle vomit. Et là, t'étais pas sereine. Ouais, je suis pas sereine, hein. J'ai peur qu'il arrive encore un truc là. Oh non! Elle est là? Oh non! Anaïs, c'est quoi ces conneries? Oh non! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Elle avait perdu conscience dans la grotte et c'était son rêve. Elle a rêvé qu'elle sortait. Il y a notre productrice qui, j'imagine, n'a pas vu le film. Qui est choquée. Qui vient de faire... Oh. Et oui, Aurélie, c'est comme ça que ça se passe. Elle vomit par la fenêtre et là, il y a un dernier jumpscare où on voit Juno apparaître derrière elle. Donc, on est censé penser que Juno l'a poursuivie en sortant de la grotte et s'est faufilée dans la voiture. Juno est très cadavérique dans cette vision. Elle est violette, quoi. Donc, on comprend que c'est une apparition... Ouais, moi, sur le coup, j'étais là, est-ce qu'elle est là? Et en fait, tout de suite après, on voit du coup Sarah qui est dans la grotte, qui n'a jamais quitté la grotte. Et après, elle a un moment où elle est en train d'imaginer donner un gâteau d'anniversaire à sa fille alors qu'elle est au milieu de la grotte et qu'elle va crever. C'est ça. Et on comprend qu'en gros, il n'y a pas d'issue. Il y a une issue, c'est la mort. Exactement. Donc, on va entendre ta réaction toute finale. Ah bah ouais. Elles sont toutes mortes.
soit elles sont toutes mortes, soit Sarah va devenir un membre de la tribu. Exactement. Ce qu'on lui souhaite, hein, honnêtement, ça a l'air d'être plus fun que de mourir. Je préfère en tout mourir. cas. Moi, je préfère tout sauf mourir. Ouais, je vois ça. Transformez-moi en Gollum, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu as pensé de cette fin? C'est très efficace, évidemment. C'est un poil, c'est manipulateur de ouf. C'est une bonne fin, c'est une très bonne fin. C'est très nihiliste en fait, c'est-à-dire qu'on a rarement l'habitude de voir un film Il d'horreur n'y a pas de ou tout final court. girl, quoi. Enfin, où la Voilà. final girl, elle va mourir dans le plan après, quoi. C'est ça. Et en fait, déjà, globalement, au cinéma, même dans les films qui se terminent mal, il y a toujours une ouverture. C'est très, très rare d'avoir des films qui soient assez nihilistes pour que ce soit vraiment genre tout le monde meurt, c'est horrible, il n'y a pas d'espoir. Et donc, ce film est connu pour sa fin particulièrement sombre. Et c'est vrai que, ouais, même pour un film d'horreur, comme tu le dis, il n'y a pas le côté survie de la dernière fille. Après, c'est à propos pour un film qui se passe dans une grotte d'être sombre et de ne pas avoir d'issue. Waouh! Voilà. Elle est trop forte. Pour information, il y a eu 2 fins, puisqu'il y a cette fin, et il y a eu la fin aux États-Unis qui, Une pour les Américains, ils étaient là, eux, on peut pas leur faire ça. exactement, qui omet la dernière minute. C'est vrai? Ouais. Du coup, elle sort vraiment de la Ouais, grotte. en fait, il n'y a pas le plan final dans la grotte. Putain, mais les Américains, non mais c'est comme leur A for effort à l'école, on leur mâche le travail. C'est ça. Et Neil Marshall, qui est britannique, n'a pas compris non plus trop pourquoi, mais en fait, ils ont fait des tests screening, donc des projections tests avec des publics américains, et tout le monde trouvait que la fin était vraiment beaucoup trop sombre, et donc ils ont coupé cette fin. Non mais évidemment, mais c'est ça qui fait qu'elle est bien en fait. C'est ça, qu'elle est mémorable. Bah oui. Mais en fait, il y a énormément de films d'horreur, tu le remarqueras peut-être, ou tu l'as peut-être déjà remarqué, qui se terminent avec l'autre type de fin, la Oui, fin le américaine. jumpscare. C'est pour ça C'est que j'ai pensé que ça allait se terminer vraiment sur ça. Et je trouve que du coup, ça aurait été beaucoup moins original. Ouais. Il y a toujours un truc où tu vois en fait que le meurtrier est toujours vivant et il attaque quelqu'un à la dernière seconde où tu le vois apparaître derrière. On éteint la lumière à ce moment-là et c'est la fin. Exactement. Ça fonctionne toujours très bien, mais là, il y a quelque chose de presque poétique en fait dans cette fin où elle est isolée parce qu'elle est dans une excavation dans la terre. Il y a une petite lumière qui persiste et elle est toute seule et tu comprends qu'elle va mourir très très vite, mais il y a la caméra qui s'éloigne. C'est elle qui reste un peu seule face à son horrible destin. C'est très bien dit. Il y a eu des théories de fans sur le fait que Sarah aurait juste, en fait, dès le départ dans la grotte, perdu la raison et aurait tué toutes ses copines, qui n'auraient pas de Gollum, en fait. Mais Neil Marshall a... Démenti. En tout cas, il avait inclus un plan au début, quand elle est à l'hôpital et qu'elle se réveille, il y avait un plan dans lequel on voyait un Gollum à l'hôpital. Et en fait, il l'a coupé parce que, justement, il pensait que ça suggérait trop le fait que ce serait une invention de son esprit. Et donc, pour lui, oui, les créatures sont réelles, ou en tout cas, il voulait pas suggérer qu'elles ne le sont pas. Mais il y a plein de gens sur Internet qui aiment cette théorie du fait que Sarah aurait un peu tué Vrillé. tout le monde. Voilà, vrillé. Tu m'étonnes. Il lui est arrivé un truc horrible et après on l'emmène dans une grotte où il n'y a pas d'issue. Donc, Là où le bas blesse, c'est qu'il y a eu une suite. Or, Ah non. voilà, on n'imagine pas trop quand on voit la fin de The Descent comment il pourrait y avoir une suite. Et en fait, la suite ignore aussi cette dernière minute puisque Sarah sort de la grotte, elle est sauvée et on lui demande de retourner dans la grotte pour aider d'autres personnes. Et elle y retourne? Ouais. Non. Honnêtement, je l'ai même pas fini parce que il y avait pas du tout le même sens du suspense, le même flair. C'est pas réalisé par Neil Marshall, c'est quelqu'un d'autre qui l'a réalisé et ça fonctionne vraiment beaucoup moins bien, comme beaucoup de suites de films d'horreur en réalité. C'est-à-dire qu'il y a un gros succès, on essaye de capitaliser sur ce succès, sauf que c'est souvent une autre personne qui prend la main et il y a pas du tout la vision qu'il y avait au départ. Mais ouais, The Descent 2. Si vous l'avez vu en entier, contrairement à moi, et que vous trouvez que c'est un super film d'horreur, n'hésitez pas à nous écrire. Mais c'est vrai que moi, j'ai abandonné, je crois, à la moitié parce que je me disais, bon, j'ai vu et j'ai pas vaincu. J'ai pas besoin. T'en as déjà un petit peu parlé, mais visuellement, qu'est-ce que t'as pensé du film? C'est très beau. Il y a Ouais. des très beaux plans. Après, il y a des moments où il faut un peu suspendre son incrédulité sur la lumière, parce qu'elles sont dans une grotte, sans issue, et donc sans lumière. Mais il trouve des subterfuges pour éclairer. Donc, il y a la caméra, par exemple, avec les moments de fan footage. Elles ont des espèces de lumière d'urgence verte. Quand elles sont séparées, il y a un peu une atmosphère visuelle et lumineuse différente pour chacune d'entre elles. Et ça fonctionne très bien. Il y a vraiment des plans qui sont très, très, très beaux. Ouais, en fait, il y a des lumières, les lumières qu'elle craque, il y en a des vertes et il y en a des rouges. Et donc, Ouais. ça crée vraiment un truc bicolore parfois qui est hyper beau.
Moi, j'adore ce film et c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'ai pas trop prêté attention à la réal parce que j'étais un peu occupée à être flippée. Et plus je le revois, plus je l'aime visuellement parce que c'est vrai que j'ai le temps, comme j'ai moins peur, j'ai le temps de me focaliser sur ces plans-là. Et c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Il y a énormément de références en fait cinématographiques dans le film. La plus grosse et celle qui est le plus souvent mentionnée, c'est Délivrance, qui est un film de 72 parce que c'est des mecs qui partent faire du canoë dans les Appalaches. Donc voilà, c'est le truc. Non, mais c'est ça, mais l'Appalache, il faut pas y aller en fait dans les Appalaches. N'allez pas à la montagne, vous n'avez pas compris Non, mais encore. les Appalaches particulièrement, c'est connu. Il y a aussi, par exemple, le plan qui te faisait très peur quand tu avais vu l'affiche où elle est à moitié immergée dans une espèce de mare de sang visqueux, ou en tout cas de liquide qui est rouge. En plus, la lumière est rouge à ce moment-là. C'est une référence à Apocalypse Now. Ah oui, d'accord. Où il y a aussi Martin Sheen qui est à moitié immergé et qui a le visage maquillé. Oui, bien sûr. Après, quand elle se balade, du coup, elle a été couverte de sang. Ça me faisait penser aux images que j'ai vues de Carrie, même si je n'ai jamais vu Carrie. Mais les photos très connues, ça me faisait penser à ça. Il y a effectivement du Carrie, il y a du Shining aussi, et tu le verras dès que tu verras The Shining, tu pourras peut-être reconnaître un petit peu. Neil Marshall, il a cité Massacre à la tronçonneuse plus pour la construction du film, pour la montée de la tension, parce qu'il disait qu'il y a beaucoup de films, notamment des films d'horreur américains, qui attaquent très très fort très vite, mais du coup qui n'arrivent pas à maintenir la tension sur le long terme. Et donc lui, c'est pour ça qu'il prend vraiment son temps au début, et c'est ça qui fait la réussite du film. Et Massacre à la tronçonneuse joue aussi pas mal comme ça. Et il y a une référence qui est pour moi la plus importante, tu le verras quand on découvrira son film, mais c'est Dario Argento, qui est connu pour son utilisation de la couleur et des couleurs très vives. Et donc là, très clairement, dans les scènes qui sont toutes rouges ou toutes vertes, ça évoque énormément Argento. Et moi, c'est ce que je préfère dans ce genre de cinéma. Donc, et c'est ce que, par exemple, Winding Refn a aussi fait beaucoup dans ses derniers films, qui sont aussi un peu inspirés d'Argento. Et on en parle souvent à cette occasion-là. Et je voulais aussi qu'on parle de la musique un petit peu, que je trouve très très bonne. Vous pouvez entendre un extrait. Là, c'est le moment où Sarah est en train de justement de s'échapper de la grotte à la fin. Et c'est un moment qui est extrêmement beau. Enfin, moi, j'ai été émue, parfois presque aux larmes, à plusieurs moments du film, grâce à cette musique. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, elle est bien. J'ai pas été émue aux larmes, mais ouais. Bon, après, moi, je suis émue aux larmes partout. Mais la musique, elle est de David Julian, qui est connu pour avoir été notamment le compositeur de Christopher Nolan à ses débuts. Donc, c'est lui qui a fait Memento, Le Prestige, Insomnia. Et il a aussi fait la musique de La cabane dans les bois, qui est de Drew Goddard et Joss Whedon, que j'ai hésité à te montrer, mais on le mettra pas, je pense, dans la liste, mais qui est aussi un assez bon film d'horreur. Le flipomètre. Sur 10, on a un bon 7,5-8. Pas mal. Ouais. Pas mal. Mais du coup, il y a encore de la marge, ça veut dire. Ouais, non, mais c'est bon, la marge, on veut pas la... Mais honnêtement, je sais pas si... Enfin, en tout cas, en termes de jumpscare, je pense que celui-là, il est vraiment costaud. Donc, je suis pas sûre qu'on trouve quelque chose qui te terrifie beaucoup plus que The Descent. Bon, ça me va. Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur dans le film ? Les jumpscares m'ont fait le plus sursauter et crier. Le plus angoissant, ça reste les trucs claustro, mais ça, c'est parce que ça réveille chez moi des phobies bien enfouies. Comme elle. C'est ça. Bon, je t'avais donné un petit exercice supplémentaire. Ouais. Je savais pas honnêtement si tu le ferais, je savais pas si tu aurais le temps, l'envie, tout ça, mais tu l'as fait. Je n'avais ni le temps ni l'envie, mais je l'ai fait. Donc, à contre-cœur, tu as regardé Creep de Patrick Brice. C'est un vidéaste qui est embauché pour une journée, il est payé $1000 ou un truc comme ça par un mec random qui lui fait croire qu'il a un cancer, qu'il est condamné et qu'il veut faire un film pour commémorer sa vie pour son futur fils qui n'est pas encore né. Et donc l'autre le suit pendant toute une journée et le mec est très gênant et de plus en plus gênant et de plus en plus terrifiant. Et après, bon, il finit par le harceler et par le tuer à la fin, voilà. Hi! Oh, I'm sorry. I didn't mean to scare you. Oh, it's okay. I'm assuming you're Aaron. Yeah, Aaron. Nice to meet you. Joseph. Oh my God. Oh my God. This is gonna be a good day. Yeah. You have a really nice, kind face. Thank you. Come on. Okay. T'as pas mis pause ? Alors, on va être très honnête, je me suis un peu emmerdée, donc j'ai accéléré par moment. Je suis outrée. Et c'est un manque de respect total. Après, je pense que j'ai accéléré parce que c'était lent. Au bout d'un moment, j'étais bon, c'est bon, il est creepy, hein, c'est pas le creep. Et puis, il y avait des petits moments où je pense que c'était lent, mais aussi, j'avais un peu envie d'avancer pour sauter. Mais ça m'a pas... Parce que tu ressentais le malaise ? Alors, ça m'a pas fait peur, mais c'est dérangeant. Alors, le début, vraiment pas fait peur du tout. Il me faisait plus sourire. Il m'a pas fait rire non plus, mais il me faisait un peu sourire. Le truc avec le loup, c'était marrant.
Actually, you know, I'm glad this happened. Buddy, you're gonna love this. So, Peach Fuzz is the friendly wolf. And my dad created him, and he actually used to have this great kind of song that Peach Fuzz sings for little kids. Hello, my name is Peach Fuzz. I might look like I eat you up, but I'm as friendly as a rabbit, and I'd make a very good friend. Peach Fuzz, I am here, and there's nothing to fear. What do you think, buddy? Il y a un moment où le mec, du coup, bon, spoiler alerte, hein. Je pensais pas, mais le mec s'en sort et rentre chez lui. Et après, en fait, on voit sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, comment ça évolue, où il est harcelé par l'autre. Et il y a un moment où là, ça fait vraiment un peu peur quand même. C'est quand l'autre le filme dans son sommeil. Ouais. C'est horrible parce que le mec, en fait, à chaque fois, donc c'est du found footage, et donc à chaque fois, le mec qui est le vidéaste, qui est la victime, se filme lui-même ou filme le fou furieux. Et il y a un seul moment où il est filmé, lui, par l'autre. C'est un moment où il dort. Et en fait, tu vois la caméra qui passe sur tout son corps avec la lumière et qui est en train de le regarder. Donc, tu comprends que l'autre est dans sa chambre en train de le filmer, quoi. C'est horrible. Après, c'est marrant la toute fin quand l'autre regarde la vidéo et quand il dit... Vraiment, t'as décidé de t'asseoir sans regarder derrière toi. Tu me faisais vraiment trop confiance ou un truc comme ça. Ouais. C'est parce que t'es un good guy, quoi. Ouais. Marc Duplass, je le trouve vraiment bien dans ce film. Oui, il est très bien. Il était né pour jouer ce rôle, quoi, parce qu'il a un côté quand même un petit peu dérangeant dans sa comédie. Et moi, le moment que je préfère et qui m'a vraiment fait genre grincer de mi-effroi, mi-malaise, c'est quand il bloque la porte oui, avec le masque de loup. Ouais, voilà. Et il commence à se déhancher, en fait, et à faire un peu, à grogner. Il fait comme ça. J'étais morte de rire. En même temps, j'avais hyper peur. Je me cachais le visage parce que je me disais, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est trop bizarre. Donc, tu as quand même fait avance rapide sur des moments qui te mettaient un petit peu mal à l'aise. Alors, non. Donne-moi une petite victoire, quand même. J'ai fait avance rapide parce qu'il y avait des trucs où j'étais, bon, c'est bon, j'ai compris, je voulais regarder The Wild Lotus et j'étais fatiguée. Quand je voyais qu'il se passait des trucs qui étaient censés me faire peur, je remettais play. J'ai fait avance rapide 2 fois, comme ça. J'avais envie que ça se finisse, quoi. Ouais. Mais parce que j'étais à la fois un peu saoulée et puis en même temps, c'était pas très agréable. Ouais, c'est ça, parce que je pense aussi, autant avec Blair Witch, même si toi, ça t'a pas fait peur, ou celui-là, ou la plupart des found footage, moi, j'ai déjà fait parfois avance rapide sur certains et tout. Et vraiment, je pense que la tension tient au fait que t'es un peu forcé. Oui, bah évidemment. Voilà, parce que surtout quand les mouvements de caméra sont imprévisibles. Ah non, mais je le reconnais. J'ai pas fait l'exercice à fond. Merci. Mais bon. Je l'ai fait quand même un peu. Je m'étais dit, il faut que je le regarde. Mais c'est bon, hein, c'était un exercice supplémentaire. C'est gentil. Bon, du coup, found footage, t'es pas trop fan, ça te sort un peu du truc. Non, mais Creep, ça fonctionne quand même mieux que Blair Witch, c'est sûr. Ouais. Bon, je prends les victoires. Le truc où le mec dort et le mec le filme quand il est en train de dormir chez lui, bah oui, on peut plus s'identifier avec ça qu'avec 3 abrutis qui sont en train de courir dans la forêt. Hein. Ok, bon, on ne va pas ressortir le dossier Blair Witch. C'est déjà assez douloureux comme ça pour moi, merci. C'était Ami, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préférée. La semaine prochaine, Marie va me faire découvrir Le Patient anglais et apparemment ça dure 2h40. Donc là, je vous l'assure, j'ai vraiment envie de me pendre. Si vous voulez le regarder pour une quelconque raison, le film est disponible sur Amazon Prime, Canal ou d'autres plateformes de VOD. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, si vous avez vu The Descent ou Creep et que vous avez envie de nous en parler, écrivez-nous et parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. À la semaine prochaine. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou.